Il y avait une forme, il a parlé il y a quelques instants, on va réécouter un extrait pour nos auditeurs d'Europe 1 qui viennent de nous rejoindre. Il y a une forme de jubilation de la part du président. Je crois qu'il aime aller au contact. Et effectivement, il assume le fait. On a effectivement la sortie du président Macron. Il était à la mairie de Sélestat où il a tenu une petite conférence de presse il y a quelques instants. Et là, on voit qu'à nouveau, il va vers la foule. À nouveau, il va serrer des mains comme si c'était un besoin lancinant pour lui, Karim Zerebi, d'aller au contact des Français, quitte à se faire conspuer. Et là, on a entendu les échanges, ils étaient rugueux. Oui, mais le président joue la carte du président courageux qui assume ses positions avec fermeté et qui va à la rencontre des Français coûte que coûte, quel que soit leur mécontentement. Et on entend là, juste je précise à nos auditeurs, c'est du direct. On entend le président Macron, à la fois il serre les mains et à la fois il y a les cris des manifestants derrière qui disent on n'en veut pas de la réforme, on n'en veut pas de la réforme. Allez-y, Karim. On le voit s'approcher de la foule, puis reculer, puis changer de position. Il n'est pas à l'aise, le président, malgré tout, parce que il sait très bien qu'il y a une colère qui est virulente à son égard. Il a du mal à dialoguer. Il y a le concert des casseroles derrière. Et puis lorsque les Français s'expriment face à lui, ils le font avec beaucoup de colère. Et donc, il n'y a pas de dialogue possible. Et il est dans une posture de la méthode Coué, le président. Et on le voit même quand il s'adresse aux journalistes. Il ressasse encore les arguments de la réforme des retraites. Donc, il ressasse le fait qu'il est légitime parce qu'il a été élu par les Français. Il ressasse le fait que ce sont les extrêmes qui derrière tireraient les ficelles de cette colère. En fait, il a son logiciel, il le déroule, il n'a pas d'opposition et il pense qu'il a raison tout seul. Contre le peuple de France, qui est majoritairement contre la réforme, contre l'intersyndicale, et contre les parlementaires qui n'ont pas pu voter sur cette réforme. On a toujours évidemment le président Macron en direct qui salue quelques personnes. Il se dirige vers sa voiture. Visiblement, le retour vers Paris est programmé. Et il y a toujours Gauthier Lebret, dans le fond, ces manifestants qui n'ont cessé de le conspuer depuis qu'il a mis un pied sur le terrain depuis ce matin. Oui, et depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, il y a eu plusieurs épisodes. On n'est qu'au deuxième jour des 100 jours. Vous vous souvenez, on entre dans une nouvelle période, les fameux 100 jours. Ça se termine mal, ça se termine par une défaite et un exil. C'est peut-être Elisabeth Borne qui partira en exil à la fin des 100 jours. On le comprend bien puisqu'il n'a pas dit qu'elle serait là après le 14 juillet. Il a dit qu'il renouvelait sa confiance. Renouveler sa confiance, mais il a rappelé qu'elle était en CDD, comme lui. Lui, il a encore 4 ans de CDD. Il n'est pas sûr que Elisabeth Borne ait encore 4 ans de CDD. On peut même être certain du contraire. Donc oui, premier jour de ces 100 jours, hier à Saint-Denis. Gros comité d'accueil quand le président va au concert annuel de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, gros comité d'accueil à la fois dans la première partie de son déplacement. Il a refusé d'aller les rencontrer. Il leur a même mis un petit tacle en disant ils sont pas là pour parler, ces manifestants. Ils sont là pour faire du bruit. Petite phrase typiquement macronienne qu'il avait évité de prononcer lors de son allocution. Il s'était fait plaisir lors de son interview au journal de 13h où il y avait eu des petites phrases qui étaient venues renforcer sans doute les cortèges de l'intersyndicale lors d'une manifestation. Le lendemain, il s'était freiné lors de son allocution. Bon bah, ça n'a pas manqué. Premier point presse, la naturelle revient au galop. Il a refait des petites phrases. Et donc deuxième journée de mobilisation, c'est aujourd'hui. Deuxième journée de ces 100 jours. Et demain, il y a un nouveau déplacement. Un autre déplacement dans l'Hérault. Avec sans doute des comités d'accueil, là aussi, sur le terrain. Donc oui, effectivement, il est rattrapé à chaque fois par cette réforme des retraites, même si il a refusé d'en parler aujourd'hui. Il n'a pas prononcé ce mot retraite seulement quand les journalistes lui posent des questions. Mais lors de son premier échange dans l'usine, il ne voulait pas en parler, parce qu'il veut définitivement tourner cette page. Mais là, on va le réécouter dans un instant parce qu'il a pris la parole et il a redit attention, on ne va pas partir tout de suite à la retraite à 64 ans, ça va se faire de façon progressive. Il a refait la pédagogie de la réforme. On a l'impression que le président de la République est obligé de faire le service après-vente de cette réforme et que, en gros, ses ministres ont été incapables de faire passer le message auprès des Français. Mais enfin, lui non plus, mais lui non plus, il n'a pas fait passer le message auprès des Français. Moi, je pense que c'est une erreur, en fait. Déjà, une erreur d'analyse et puis une erreur de continuer comme ça. Ça voudrait dire, on a l'impression qu'il pense que le problème, ce sont les retraites. Je pense que le problème, ce ne sont pas les retraites. Tout comme je pense que pour les gilets jaunes, le problème n'était pas la taxe carbone. C'était une étincelle qui a allumé cette mèche. Donc évidemment, il y a à l'origine quelque chose qui met les gens dans la rue, etc. Mais en réalité, ce qui est dit, c'est autre chose. À l'époque des gilets jaunes, par exemple, souvenez-vous, les débats qu'on entendait tout le temps, c'était pas la taxe carbone, qui d'ailleurs a été supprimée. C'était l'éloignement des centres de décision. C'était le temps de trajet pour aller au travail. C'était au bout d'un moment la démocratie déjà à l'époque.
Et ben là aujourd'hui dans les manifestations contre la réforme des retraites, et ce débat a charrié beaucoup de sujets qui n'avaient rien à voir avec les retraites. Donc il a beau être convaincant sur les retraites, si tant est qu'il le soit, ça ne changera rien à la nature du problème. Et je me permets juste de dire que moi j'étais choqué lundi soir quand il a les 2 premières minutes de l'allocution, j'ai eu l'impression qu'il était en train d'annoncer un changement de pied, un revirement, jusqu'au moment où il prononce cette phrase où il dit j'ai entendu la colère et il faut en tirer tous les enseignements, et manifestement il fait l'inverse. Alors juste on va rejoindre Élodie Huchard, notre envoyée spéciale, avec Olivier Gangloff. Vous êtes à Célestat, ça y est, fin de la visite, le président est reparti pour Paris, c'est bien cela, Élodie ? Oui, Laurence, le président est reparti. Il a même pris la peine, il y a quelques instants, de stopper son cortège pour faire une photo avec quelqu'un qui l'interpellait dans la rue. Vous l'avez vécu aussi il y a quelques instants, le président qui est ressorti de nouveau sous les huées, qui se dirigeait vers son cortège, mais qui a décidé quand même de retourner voir la foule. Vous entendiez ce chant des Gilets jaunes, on est là. Il a été très largement hué de nouveau, mais le président nous l'a dit il y a quelques minutes, il ne s'attendait pas à autre chose. Il assume sa réforme des retraites, il assume aussi finalement cette impopularité. Le président de la République qui nous a dit aussi qu'il aimerait mieux qu'il y ait un peu plus de jours de beau temps, mais qu'il serait là aux côtés des Français, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc une visite évidemment toute la journée largement chahutée. L'Élysée évidemment s'y attendait, mais Emmanuel Macron veut montrer que coûte, il assume, il va à la rencontre des Français, quitte à être insulté, chahuté lors de ses déplacements. On le sait aussi, le président et l'exécutif qui compte un petit peu sur l'essoufflement du mouvement. Peut-être se dit-il que les déplacements se passeront mieux dans quelques jours. Quand on voit en revanche l'accueil qu'il a eu aujourd'hui dans le Bas-Rhin, nul doute que le même accueil lui sera fait demain dans l'Hérault. Merci beaucoup Élodie Huchard avec Olivier Gangloff. Un tout petit mot, Nathan Dever, sur cette séquence très agitée qu'on a vécue avec ce président hué, conspué, insulté à certains moments aussi. Est-ce que c'est une image qui dégrade la fonction présidentielle ou est-ce qu'au contraire il fait preuve de courage ? Il y a deux façons de voir les choses. Qu'il fasse preuve de courage, moi c'est pas comme ça tellement que je formulerai les choses. Je dirais surtout qu'il a réussi à ne tenir en fait aucun compte des raisons pour lesquelles il a été élu. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est sa singularité dans l'histoire de la Ve République, c'est le seul président qui n'a jamais été élu pour lui, mais qui a toujours été élu 2 fois de suite, uniquement dans des stratégies de barrage républicain. C'est-à-dire qu'à part son bloc du premier tour, les gens qui se sont reportés sur lui entre le premier et le deuxième tour l'ont fait non pas du tout parce qu'il l'approuvait, ni parce qu'ils étaient proches de son programme, mais parce qu'ils voulaient faire barrage au Rassemblement national. Barrage que Emmanuel Macron avait nié aux dernières élections présidentielles. Il avait dit le barrage républicain n'existe pas. Qu'il dise ça à tous les gens qui ont fait barrage en votant pour lui. Et à partir de là, il ne tient aucun compte de la singularité de son positionnement dans l'histoire de la Ve République. Vous me direz, Jacques Chirac n'a pas fait beaucoup mieux après 2002, c'est vrai, mais cela crée évidemment les conditions d'une colère croissante et d'un décalage croissant entre la population et lui-même. On a évidemment assisté à des concerts de casseroles, à un président hué, conspué. On va rejoindre notre envoyée spéciale Élodie Huchard qui est sur place. Je ne sais pas si elle est là ou si elle sera là dans quelques instants. Alors c'est Mélina Fachin que nous avons en ligne, qui est la correspondante d'Europe 1. Bonsoir Mélina. Vous avez vécu cette visite mouvementée. Il y a eu plusieurs étapes. Et racontez-nous cette journée. Oui, alors une centaine de personnes attendaient ici Emmanuel Macron sur le parvis de la mairie de Célestat, des syndicalistes, des habitants. Et à la seconde où Emmanuel Macron est sorti de sa voiture, la petite foule a immédiatement commencé à le huer, à le siffler, à entonner des chants contestataires, des Macron démission. Le président a toutefois gardé son calme. Il est même apparu souriant et il s'est approché des barrières et des manifestants pour parler avec eux une petite dizaine de minutes. Il a pris le temps d'échanger avec nous, connaît une manifestante syndicaliste, mais il ne nous a toujours pas écoutés. Le président a ensuite échangé avec les élus locaux durant 2 heures avant de repartir et de conclure cette journée une nouvelle fois sous les huées, un retour sur le terrain qui a donc été, vous l'avez dit, assez mouvementé pour le président, puisque dès ce matin déjà, à Muttersholtz, il était accueilli par des concerts de casseroles. Mais cela n'a pas découragé Emmanuel Macron, bien au contraire. Il a bien l'intention de continuer malgré tout ses déplacements, et il nous l'a dit à la presse il y a quelques minutes, à commencer par Ganges dans l'Hérault demain sur le thème de l'éducation. Merci beaucoup Mélina Fachin d'Europe 1. On va écouter alors justement Emmanuel Macron à propos de cette colère. Il dit « La colère s'exprime, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer ». Écoutez le président de la République. On peut et on doit toujours améliorer les choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des autorités administratives indépendantes, qu'on a le juge, etc. Mais de dire que la France ne serait pas une démocratie, je pense que c'est un excès de langage qui accroît nos difficultés collectivement. Nous en sommes une, nous avons notre tempérament collectivement, nous tous, moi aussi avec vous,
Et on est comme ça. Mais c'est le caractère, on n'est pas un pays qui est toujours calme. Bon. Mais il faut avancer. Voilà, il faut avancer. Et il y a un autre passage où il disait « La colère s'exprime, elle ne m'empêchera pas de continuer à avancer. Je ne suis pas sourd, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer. » C'est important, ça, Karim Zerebi, de l'entendre de la part du président. On le réécoutera d'ailleurs. Oui, mais le président, depuis que le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, donc, il veut démontrer qu'il met la marche en avant et qu'il est en mouvement. Il a promulgué le lendemain, dans l'après-midi, cette loi, et il a pris la parole à 20h le lundi. Il enchaîne les déplacements sur des thèmes qui ne sont pas ceux de la retraite. Il veut passer à autre chose, le président. Il estime que la séquence est clôturée, prenant en compte la colère des Français. Et donc, tous ces déplacements seront sur des déplacements thématiques qui ne seront pas ceux de la retraite, mais il sera interpellé. Il sera interpellé parce que ça n'est pas fini. Il y a le 1er mai avec cette intersyndicale, une très grosse manifestation qui attend. Il y aura des opérations coup de poing dans les territoires. Il y a une niche parlementaire sur l'abrogation de la réforme des retraites début juin. Le président n'en sortira pas comme ça, de cette colère des Français et de ce mécontentement. Lui, il estime effectivement qu'il est en mouvement, il est courageux, il fait face au peuple, il accompagne ses ministres sur des déplacements thématiques. Mais la réalité, c'est que ça va laisser des traces, qu'il y aura des manifestations, qu'il y aura du mécontentement partout où il ira, dans toutes les villes, dans toutes les bourgades de France. Et je pense que jusqu'à l'été, on n'a pas fini avec cette réforme de retraite. Gauthier Lebret, on a été saisi par la violence, encore une fois, des huées, des insultes contre Emmanuel Macron. C'est une séquence qui est très mauvaise pour lui ou pas ? Je pense que c'est contrasté. Oui, il est très mal accueilli par une partie de la foule, mais il fait mentir encore une fois tous ceux qui disaient qu'il se cachait, qu'il se bunkérisait et qu'il était, oui, sans cesse rattrapé par des comités d'accueil. Il va au contact, il leur fait face, il revient sur le devant de la scène. Il fait effectivement, quand il est forcé de le faire, parce qu'il veut parler d'autre chose, encore une fois, quand il fait son discours dans cette entreprise, il parle des JO, il parle de l'entrepreneuriat, mais il n'a pas un mot sur les retraites parce qu'il veut tourner la page. Mais donc, parfois, il est obligé de refaire de la pédagogie sur les retraites, puisque effectivement ces ministres ont fauté. Il y a même eu des erreurs de communication majeures dans cet épisode. Plus les ministres parlaient, et plus les Français étaient opposés à cette réforme des retraites. Mais quelque part, il reprend la main. Donc c'est contrasté. Oui, l'accueil est tiède, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il aura des comités d'accueil pendant plusieurs déplacements de suite, mais il est de retour sur le terrain et il montre qu'il est mobilisé, qu'il est là et qu'il ne se cache pas à l'Élysée. Geoffroy Lejeune. Je suis partagé sur les bénéfices potentiels. Enfin, je suis d'accord sur le fait que Emmanuel Macron, je pense, a une stratégie qu'il a déjà utilisée, qui est de souder son électorat autour de lui. Ça marche avec la peur, par exemple, des débordements dans la rue, la peur des feux de poubelle, etc. Donc, je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. Il sait qu'il y a des gens qui sont convaincus. Moi, il m'est arrivé d'ailleurs. On a beaucoup dit, vous savez, qu'il y avait personne qui était pour cette réforme et qu'on les entendait pas. Il y avait pas de manifestation pro, etc. En vérité, il y en a quelques-uns et ils sont autour d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai un jour croisé une dame dans la rue, dans le 16e arrondissement, ça s'invente pas, qui m'a dit voilà, il faut qu'il aille plus loin, plus vite, plus fort, il faut qu'il soit intraitable. Non mais ça existe, voilà. Ça existe, ça représente entre 25 et 30% de l'électorat français. Et de fait, politiquement, il a raison de s'adresser à ces gens qui sont en fait son cercle électoral, même s'il n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Il ne peut survivre politiquement que si ces gens lui restent fidèles. Donc je vois bien cette stratégie. Je la trouve néanmoins d'un cynisme un peu hallucinant. Je la trouve assez dangereuse politiquement aussi, parce que gouverner contre un aussi grand nombre de Français, je pense que c'est comment dire, un peu risqué. Et il y a une chose, vous savez, il y a une expression qui me revient en voyant les images de ça et en écoutant les sons de sa visite aujourd'hui, mais qui me revient, c'est le mot de Xavier Bertrand qui disait moi je suis un élu local, je suis à portée de baffe des gens. Il a beaucoup dit ça pour expliquer sa proximité avec les habitants du Nord, etc. Je pense qu'Emmanuel Macron fait exprès aujourd'hui de se mettre à portée de baffe. Il sait très bien ce qui va se passer et il est en fait, je pense, désireux que les gens voient les images, les sifflets, les casseroles, etc. Le fait qu'il se fait apostropher de manière parfois un peu violente, pour une raison très simple, c'est que je pense il se dit, et là je pense que c'est à tort, que ça va canaliser la colère dont il est l'objet. Il a fait la même chose au moment des Gilets jaunes. Il pense que si on le voit se faire malmener, ça va comment dire, calmer la vraie colère. Donc il laisse les gens parler, s'exprimer, etc. Mais c'est une opposition absolument stérile. Je pense que ce que les gens lui reprochent aujourd'hui, c'est que leur vote ne soit pas pris en compte, c'est que leur vote soit mal interprété ou interprété comme un blanc-seing alors que ça n'était pas le cas, et que le fait de le voir se faire insulter, puisque ça a été le cas aujourd'hui, ne viendra jamais calmer la colère des gens. On va écouter quelques Français. Alors c'était juste après le concert de Casserole, c'était plutôt en milieu de matinée. Ils réagissent effectivement au fait que le président revienne sur le terrain. Écoutez-les.
On va essayer quand même de faire avancer avec les casseroles. Lui, il ne nous écoute pas, il nous entendra peut-être avec ça. C'est bien avec les casseroles qu'on fera avancer la France, nous entre autres, la France d'en bas, qu'il méprise, qu'il ignore. Il montre le mépris, vraiment le mépris qu'il a vis-à-vis de son peuple. Il est en toute puissance et son peuple, il s'en fiche. Les casseroles, il en a un paquet aux fesses, alors il a intérêt à s'en débarrasser parce que là, ça commence à faire lourd. Donc je lui conseille aussi de s'en débarrasser pour faire avancer la France. On voit très bien que le partage des richesses, il est fortement inéquitable en France. Et s'il faut faire entendre ça, eh ben on le fera entendre, même s'il faut prendre des casseroles. Voilà, c'est très frappant, les casseroles, la symbolique du concert des casseroles. Nathan Dever, qu'est-ce qu'elle dit à vos yeux ? Et puis le mépris, il parle du mépris, les Français. Ça revient souvent. Oui, ça revient beaucoup. Il parle beaucoup du mépris. Avant sa première élection, donc pendant la campagne 2017, quand il y avait eu la fameuse phrase sur le costume, moi j'ai travaillé pour avoir ce costard. Pour me payer un costard. Exactement. Et qu'il y avait eu deux, trois petites choses comme ça qui lui avaient valu déjà, dans ses déplacements, d'être un petit peu chahuté, un petit peu embêté. Je pense qu'Emmanuel Macron s'est dit que ça ne l'avait pas empêché d'être élu. Et que finalement, il a donné un peu libre cours à cet instinct qu'on qualifiera soit comme du mépris social, soit comme une ignorance des grands enjeux de justice sociale dans le pays, et que donc il a été aveugle à ça en se disant que ce n'était pas un sujet important. Il me semble que là, il y a un effet un petit peu le goutte qui fait déborder le vase, et que si vous voulez l'accumulation d'abord de toutes ces petites phrases qui ont eu un effet quand même majeur, notamment je pense que la pire, c'était celle qu'il avait dite au sujet des gares, en disant les gares, ce sont des lieux où se croisent ceux qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ça, c'était la phrase peut-être la plus... Ça vous avait choqué, ça, oui. La plus violente. Après le coronavirus, il avait dit qu'il ne s'était pas rendu compte sur le moment de ce que signifiait être confiné dans un petit appartement. Ce qui était quand même une phrase extravagante aussi, parce qu'il n'y a même pas besoin d'avoir vécu dans la précarité pour pouvoir imaginer que ce n'est pas agréable d'être confiné dans une petite surface, etc., etc. Toutes ces phrases lui ont fait cette étiquette qui lui est collée à la peau et qui lui est collée de manière, me semble-t-il, légitime. Et j'aimerais ajouter une chose, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu gros stratégiquement à vouloir, comme ça, du jour au lendemain, imposer des changements de thème. Les retraites, c'est derrière nous, on passe à autre chose. Et notamment, dans cette stratégie, il y a eu un moment où les ficelles étaient extrêmement grosses, c'est quand il a envoyé un certain nombre de ministres se mettent à parler des Français qui envoyaient de l'argent au Maghreb, qu'il fallait arrêter ça, la fraude sociale, en essayant de se dire qu'il allait jouer, capitaliser sur des pulsions qui sont en plus celles non seulement de son opposition, mais même de ses ennemis, à savoir en grande partie du Rassemblement national. Ça, vous voyez, c'était un moment où les ficelles étaient particulièrement grosses, avec des méthodes que, à titre personnel, je juge assez indignes. Élodie Huchard est l'envoyée spéciale de CNews sur place avec Olivier Gangloff. Élodie, la visite du président est désormais terminée, il est reparti, mais il y a eu véritablement des moments de tension et de grande tension autour de lui. Oui, Laurence, de grande tension, et d'ailleurs tout au long de la journée. Dès qu'il est arrivé à l'usine Matisse aux alentours des 13h30, on a entendu ce concert de casseroles, les huées, les Macron d'émission qui n'ont pas cessé tout le long de sa visite. Et nous qui étions à l'intérieur de l'entreprise, on entendait les manifestants qui pourtant évidemment avaient été maintenus à distance. Il y a eu ensuite la coupure d'électricité au sein de l'entreprise. Il y a eu ce député de la France Insoumise qui avait un bâillon sur la bouche avec écrit 49.3 qui était proche du président de la République et qu'on a pu voir sur les images. Et puis évidemment, il y a quand même eu cette tentative du premier bain de foule, vous l'avez vu et on le voit sur nos images depuis quelques heures maintenant, les huées, les interpellations extrêmement directes, parfois violentes envers le chef de l'État, quelques soutiens quand même, et il faut noter qu'ils étaient relativement rares, mais le président de la République a eu envie véritablement aujourd'hui de communiquer une première fois dans l'entreprise, une fois ici à l'hôtel de ville, il a improvisé des conférences de presse, on voyait qu'il voulait prendre le temps de répondre à toutes les questions des journalistes pour justifier sa réforme, pour dire qu'il savait à quoi il s'attendait en venant ici faire un bain de foule. Et puis à la sortie, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, le président entend qu'il est de nouveau hué et pourtant il se dirige rapidement, certes, mais de nouveau vers la foule. Et puis il s'est hissé sur le marchepied de sa voiture pour mieux saluer cette foule qui pourtant était clairement en train de le huer. De toute façon, le président et l'Élysée, ils en ont conscience. Ses prochains déplacements vont ressembler à cela. Le président qui montre qu'il veut aller au contact des Français coûte que coûte. Merci Élodie Huchard, Olivier Gangloff sur place. Gauthier Lebret, c'est une stratégie, encore une fois, d'aller au contact, de montrer qu'il n'a pas peur, de montrer, voilà, encore une fois, que rien ne l'arrêtera. Est-ce que c'est une stratégie qui peut trouver ses limites ? Elle peut trouver ses limites si effectivement il n'arrive pas à tourner la page et qu'à chaque fois on lui rappelle la réforme des retraites. Alors le pari, c'est que
à partir du 1er mai, ça commencera à s'essouffler. Il l'a dit d'ailleurs, hein, la confiance va revenir progressivement. Donc c'est bien qu'il table sur un essoufflement. D'ailleurs, il table en fait sur un essoufflement depuis le départ, et cet essoufflement n'est jamais arrivé pour le moment. Il a même tablé pendant un temps sur un pourrissement. L'opinion, lassée par les blocages, les violences, terminerait par se retourner vers la figure d'autorité qu'il peut incarner. Il y a plusieurs dates. Donc il y a le 1er mai, effectivement. Il y a le 3 mai où le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur ce nouveau référendum d'initiative partagée. Il devrait là encore être retoqué, mais les syndicats, les opposants à la réforme des retraites, la NUPES, pourront s'en servir pour tenter de mobiliser. Et puis, comme le disait Karim, il y a la niche du groupe Lyot, ce fameux groupe avec Charles de Courson, voilà, qui avait déposé une motion de censure transpartisane contre le gouvernement, qui avait failli faire chuter le gouvernement à 9 voix près, qui a donc sa journée de niche parlementaire où le groupe peut fixer l'agenda. Et donc, tout en haut, il y aura l'abrogation de cette réforme des retraites. Alors, est-ce que ça sera l'abrogation du texte global ou des 64 ans? On ne le sait pas, mais ceux qui ont entraîné le 49.3 pourraient décider de voter tous ensemble cette proposition de loi de Lyot. Même si elle n'a aucune chance d'aboutir au Sénat, ça pourrait sérieusement handicaper le gouvernement et lui rappeler une nouvelle fois qu'il est minoritaire à l'Assemblée. Allez, encore des réactions de Français après cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron. Écoutez, recueillies par nos envoyés spéciaux. Il est dans son rôle de mise en scène, dans son rôle d'acteur, et il le fait formidablement bien. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Après, il devrait peut-être un peu mieux de s'occuper de son pays. Ouais, je pense que d'un côté, il n'a pas trop le choix de faire cette réforme, mais d'un côté, il pourrait quand même nous écouter et faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Je ne suis pas concerné par le problème. En fait, ça fait 10 ans que je suis à la retraite et je continue à travailler. Mais c'est un petit peu pour voir comment que ça se passe, comment les gens le ressentent. Et apparemment, c'est un petit peu tendu quand même, hein. Oui, il faut quelque peu tendu. Un tout petit mot Nathan Devers avant le journal. C'est très intéressant ce qu'a dit le premier monsieur. Savoir que c'est vrai que d'un point de vue objectif, il le fait formidablement bien. C'est un formidable comédien. C'est extrêmement important. Tout à l'heure, Joseph Massescaron parlait de la théorie des 2 corps du roi. L'incarnation ou la représentation, si vous voulez, au sens le plus théâtral du mot, est extrêmement importante dans la vie politique quand on est dans un régime qui est centré autour de la figure d'un monarque ou d'un président de la République. Et si vous voulez, peut-être que tout le problème est là. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron doit être convaincu, sans doute à juste titre, que par rapport à ses rivaux, c'est celui qui a le plus de qualités individuelles, de qualités stratégiques, peut-être de qualités intellectuelles, et surtout de qualités théâtrales. Et si vous voulez, me semble-t-il, et ça pose une question constitutionnelle, parce que toute la porosité de notre régime, toute son ambiguïté, c'est que d'un côté, il y a des comparaisons de compétences individuelles, et sans doute que sur ce terrain, Emmanuel Macron, en tout cas, a été à 2 reprises pendant les élections le meilleur, et ensuite, il y a une question de politique. Et donc, c'est un homme qui a une politique minoritaire, mais une représentation théâtrale de cette politique qui est en effet excellente.